l'occasion du mariage de 2 amis d'enfance, une jeune femme revient dans la région qu'il a vue naître, ce lieu coincé entre une zone industrielle et une usine d'incinération des déchets. Elle replonge alors dans ses souvenirs d'enfance, son adolescence, sa famille, un père ouvrier, une mère qui a fui son village turc au bord de la mer Noire pour voir autre chose que les montagnes. Dès les premières pages, une question, ou plutôt une affirmation est posée, pourquoi je voulais partir ? Et dès les premières pages est évoqué un mur invisible entre elle et les autres, un sentiment de non-appartenance. Le roman Streulicht de Dönitz Ode est d'abord un roman sur le refus de l'assignation identitaire, d'une identité placardée sur une enfant issue à la fois d'un milieu ouvrier et ayant des origines turques. Pourtant, elle le dit simplement, ce n'est pas moi qui suis turque, c'est ma mère. Et elle reste perplexe quand son amie d'enfance lui enroule un foulard sur les cheveux en s'écriant « Là, tu ressembles vraiment aux autres ». En toile de fond, il y a ce racisme ambiant dont l'école nie l'existence et contre lequel sa mère aura tenté de la protéger à sa manière, en éteignant le poste de télévision, en refusant de lui expliquer les tags injurieux au mur, en l'assurant que ce mot de métèque, crié par un écolier, n'était pas pour elle, mais pour d'autres. Ce roman est aussi l'histoire d'une jeune fille confrontée à une injonction contradictoire qui la poursuit bien au-delà de l'adolescence. Chez elle, il faut se taire, murmurer, marcher doucement, être attentive au moindre changement d'humeur de son père. À l'inverse, à l'école, il faut prendre la parole, oser parler fort, jouer des coudes, se montrer insensible. D'ailleurs, tout est question de code ici, qu'on a ou qu'on n'a pas, une question de quartier d'habitation, de comportement, de différences qui se nichent dans les petits détails de la vie. Ce roman de la marge s'inscrit pourtant dans un bilan collectif, celui de la dureté du système éducatif allemand. La narratrice développe une vision acerbe d'un système scolaire discriminatoire. Elle porte un regard cru sur l'élitisme allemand. Et pourtant, il n'y a ni manichéisme, ni fatalisme dans ce roman, car c'est bien l'école qui rattrape la narratrice par la manche. Ce sont les cours du soir et le regard prévenant d'une enseignante qui permet à la jeune femme de s'affranchir de son destin, de passer son baccalauréat et d'accéder à l'université. Écrit dans une langue généreuse, dans un style ciselé, dans des descriptions sans concession, un vocabulaire précis et déterminé, un sens réel des images et du détail, ce premier roman de Dönitz Ode, Treulicht, refuse tout sentimentalisme et est écrit sur un fond d'humour froid, sur lequel la narratrice ne cède rien, ni à elle-même, ni à son lecteur. Une narratrice qui reste en marge jusqu'au bout, quelqu'un d'à part, de séparé, de particulier. Il importe d'ailleurs peu de savoir si ce texte est autobiographique, s'il décrit la zone industrielle de Francfort, si la narratrice étudie à l'université de Leipzig. C'est d'abord et avant tout un roman attachant dans sa franchise acerbe et son ton âpre. Un roman à distinguer. Bonjour, je m'appelle Lucie Campos, je suis la directrice de la Villa Gilet à Lyon. Et le Goethe Institut Lyon m'a invité à lire le roman de Bof Beag, Serpentinen. C'est une histoire père-fils, et les relations père-fils, on en trouve plusieurs dans la rentrée littéraire de cette année. Et c'est intéressant déjà pour cela, puisque c'est une histoire de transmission entre un père et son fils, une transmission qui passe par autre chose que par les mots, et qui passe par un road trip, un voyage en voiture entrepris par le père, dans des circonstances qu'on ne connaît pas tout à fait, mais qui va amener les deux protagonistes à revisiter une série de lieux et de souvenirs qui ont marqué la figure du père, et au cours de laquelle on retrouve toute une série de destins familiaux qui s'écrivent, des destins durs, des destins liés à l'histoire du siècle et liés à la dépression, à une dureté économique aussi. On retrouve des souvenirs d'Allemagne de l'Est, notamment, à travers le parcours du père, et une dureté des rapports père-fils aujourd'hui, et la difficulté de trouver les mots pour transmettre ces choses, et de trouver d'autres manières de contourner une violence qui est sous-jacente, qui structure les destins des différents personnages. Donc qu'est-ce qui se passe pendant le roman ? Le père et le fils sont en voiture, et toute la narration est structurée par la route sur laquelle ils se trouvent et les virages successifs que prend la voiture qui est conduite par le père. À chaque virage s'inscrit un échange entre le père et son fils qui est un petit peu ritualisé et qui permet d'entrer progressivement
dans cette conversation qui se construit entre le père et le fils, et dont le lecteur se rend compte que cette conversation, en fait, n'existe pas ou ne progresse pas, puisqu'il y a toute une série de choses que le père n'arrive pas à dire, et qui surgissent à chaque virage, à chaque lieu visité. Donc c'est une histoire à la fois d'une conversation et de quelque chose qui n'arrive pas à se dire. C'est une espèce de forme narrative donnée à ce que devrait être un processus de psychanalyse, de perlaboration, et le père est conscient de ce travail psychanalytique qu'il a besoin de faire, de ce travail de revisitation de la mémoire. Mais c'est écrit dans une forme extrêmement simple, donc de ce dialogue père-fils et de ses lacunes. L'originalité du livre est autour de ça, de cette relation père-fils dont on sent qu'elle est aimante, on sent qu'elle est pleine de tendresse, mais on sent que la violence qui la traverse est un élément indépassable et l'espèce de force de fond qui structure le livre. J'en dirai pas plus, parce qu'évidemment le livre vous amène à travers tout ce processus de perlaboration et de violence. Mais s'il y a une force dans le livre, c'est bien celle-là. Bonjour, je m'appelle Florian Torres, je suis éditeur aux éditions du Typhon et je vais vous parler du livre Herzfaden de Thomas Etche, qui est donc sur la shortlist du Deutscher Buchpreis. Thomas Etche, c'est un auteur contemporain allemand qui a une œuvre saluée et souvent primée. C'est une œuvre qui compte des romans et des essais. Il a une activité théorique importante. Et son dernier essai semble être une bonne porte d'entrée pour essayer de comprendre ce livre-là. Son dernier essai a été publié en 2017 et il s'appelait Nos cœurs vides. Et il se posait une question, c'était de savoir justement si la littérature proposait une sorte de puissance, de force, de consolation. Question qu'il posait dans cet essai et question à laquelle ce livre tente de répondre. Alors Herzfaden, de quoi ça parle? Ça commence avec une fillette de 12 ans qui est triste parce que ses parents se sont séparés. Elle vit avec sa mère et son père lui manque. Et il y a un événement un peu merveilleux. Elle va voir une poupée d'un théâtre de marionnettes qui va lui parler. Mais derrière cette poupée se trouve une femme élégante, une femme venue d'ailleurs, en fait, une femme venue du passé. Et cette femme, c'est pas n'importe qui, c'est la fille du fondateur du théâtre de marionnettes de Augsbourg. Et le livre va nous raconter, entre autres, l'histoire de cette institution en Allemagne, qui est justement le théâtre de marionnettes de Augsbourg. Alors ce théâtre de marionnettes, il a été fondé, comme le rappelle le livre, en 1943, détruit lors d'un bombardement le 26 février 1944, mais ce théâtre ne va pas manquer de se relever, de se reconstruire, et de devenir peu à peu une institution. À partir de 1961, ces représentations sont filmées, et sont diffusés à la télévision ouest-allemande. Donc tous les petits Allemands ouest-allemands vont pouvoir voir justement des représentations de théâtre de marionnettes, des contes, des pièces de répertoire et des figurines récurrentes, entre autres la figure du Petit Prince. Alors ce livre, il nous parle de quoi? Il nous parle en fait de savoir est-ce que la fiction peut combler l'absence, peut combler le manque. Son écriture, c'est une écriture simple, haletante. C'est vrai que si on préfère la littérature de contestation, on peut être un peu déçu. Si on préfère une littérature qui s'attaque au gouffre, on peut l'être également. Mais disons que c'est un livre qui nous prend par la main et on peut reconnaître que cette main est douce. Die Dame mit der bemalten Hand est le récit d'une rencontre entre deux astronomes du XVIIIe siècle sur la petite île de Guarapuri au large de Bombay, plus connue sous le nom d'Elephanta, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le premier est Carsten Niebuhr, personnage historique d'origine allemande qui a relaté son voyage scientifique organisé par le roi du Danemark en Égypte, Syrie et Arabie, dans deux récits dont l'autrice s'est inspirée. Le second, Musa al-Lahori, originaire de Lahore, dans l'empire moghol, actuellement au Pakistan, est plus librement inspiré des astronomes travaillant à la cour du Maharaja de Jaipur, qui sont les contemporains de Niebuhr. À Bombay, Niebuhr malade, seul survivant de l'expédition, se rend sur Elephanta pour y étudier les sculptures monumentales des grottes de l'île, datant du VIe siècle. Musa al-Lahori, en pèlerinage pour la Mecque, se voit quant à lui contraint de débarquer sur l'île en raison d'une absence de vent l'empêchant de poursuivre son voyage. Ce drôle de hasard, lustiger Zufall, est le nœud du roman.
C'est un roman dense et passionnant, construit sur une alternance de temps, de lieux, de points de vue. Les récits y sont multipliés et l'écriture est teintée d'humour et d'ironie. Le lecteur accompagne Karsten Niebuhr et Mousa Al-Laouri dans leurs voyages respectifs pour se retrouver avec eux dans le décor fantasmagorique d'Elephanta où va se nouer leur rencontre. C'est un roman d'aventure à portée historique, philosophique, scientifique, interculturelle, qui met en avant la singularité des différents personnages au travers de leur voix et de leurs regards. Chacun exprime sa difficulté à comprendre l'autre, l'étranger, mais aussi son attirance, sa sympathie et cette curiosité qui se reporte également sur la découverte des vestiges grandioses de l'île. Malgré leurs points communs, l'astronomie, les mathématiques, les connaissances et références scientifiques, Niebuhr et Mousa s'opposent par leur vision et représentation du monde, mais aussi par leur manière de raconter à l'autre leur propre histoire, accentuée par la difficulté de communication dans la langue arabe, pas toujours maîtrisée. Leur intérêt commun pour l'observation des étoiles, et notamment pour Cassiopée, est à cet égard emblématique. Nous fixons tous le même ciel et y voyons des images différentes, explique Niebuhr. Là où il voit la déesse entière en quelques étoiles, Mousa n'y observe que sa main peinte, titre du roman, dont l'entière signification ne sera dévoilée qu'en toute fin du récit. Le lecteur prend connaissance du passé des personnages par le biais d'un enchâssement de récits fait par Niebuhr et Mousa. Mousa est un conteur né qui prend plaisir à raconter, imaginer, déformer ou embellir les faits, contrairement à Niebuhr qui reste très factuel. Mousa explique aussi l'importance des détails, même s'il reste incompréhensible à son éditeur. Il s'agit de donner une ambiance au récit pour mieux y intégrer celui qui l'écoute. Christine Wunicke a élaboré ce procédé de mise en abîme pour proposer au lecteur un parcours historique et géographique s'appuyant sur des faits et des lieux réels, augmentés de singularité, d'imaginaire et d'art de raconter. N'est-ce pas là l'essence même du roman, et plus généralement de la littérature ? Dorothée Elminger, née en 1986, auteure suisse, n'est pas à son premier roman. En effet, son premier roman avait été très remarqué justement parce que l'intrigue était aussi difficile à suivre. Parce qu'en fait, cet auteur aime beaucoup raconter par répétition, par association d'idées. Donc ce sont des romans très complexes qui dépeignent le monde comme un entrelacement complexe d'actions, d'individualité, et c'est aussi le cas pour Aus der Zuckerfabrik. Et je pense que pour décrire ce livre, il vaut mieux parler de ce qu'il n'est pas. Donc il n'est ni un roman, ni un essai, ni de la poésie, ni même autobiographique. C'est plutôt une forme étonnante entre le carnet de recherche et le carnet de notes, le journal intime et le journal de bord. Ce livre, à la croisée des genres, n'épargne pas non plus son lecteur parce qu'il n'y a en effet pas d'intrigue, pas d'action principale, pas de période déterminée et plutôt un entrelacement de choses et d'autres qui transportent le lecteur. Et donc, la seule chose à laquelle on peut vraiment se raccrocher, c'est cette narratrice, cette femme qui cherche sa place dans le monde en tant que femme, cette narratrice qui n'est pas sans rappeler l'auteur même, Dorothée Elminger, et qui se pose beaucoup de questions sur ses désirs, sur ses envies, sur sa faim, sur l'amour. Et ce sont des thèmes qui reviennent régulièrement, en plus d'autres thèmes comme le capitalisme, le colonialisme, l'esclavagisme. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont traités dans ce livre de façon fragmentaire, puisqu'en fait le point de départ de ce livre, c'est donc un documentaire que l'auteur a vu sur l'ouvrier qui devient millionnaire grâce au loto Werner Bruni, le premier Suisse, en 1979. Et donc elle se pose la question, quel est le lien entre ce millionnaire et Haïti, puisque du coup, à la vente aux enchères de ses biens, quand il perd son argent, on vend des sculptures qui viennent d'Haïti. Et donc c'est le point de départ, et donc c'est à partir de là aussi où elle entame une réflexion sur le sucre, Zuckerfabrik,
le sucre qui fait le lien entre l'Europe et Haïti, entre les dominateurs, les dominés, entre le plaisir d'un côté et la mort de l'autre, notamment dans les plantations. Voilà, donc le lecteur est transporté dans un collage de réflexions entre fiction, réalité, passé, présent. C'est une sorte de pelote, ce livre. Il y a énormément d'éléments qui gravitent, qui se font écho, qui se répètent. Donc ça en fait une lecture assez astreignante, exigeante et très fastidieuse, mais c'est une véritable expérience de lecture. Et vraiment, ce livre, c'est quelque chose d'étonnant, de déstabilisant, mais qui permet d'emporter le lecteur et qui permet après, à la fin, dans un éclat, de nous aussi participer à découvrir le sens du monde. La version allemande de ce livre s'intitule Ein Heldenepos, une épopée héroïque. La littérature moderne a délaissé un peu ce registre. Elle préfère les protagonistes troubles, mis à distance par l'ironie. Anne Weber a réinvesti ce champ de l'épopée et, franchement, elle en rajoute. Son livre est entièrement écrit en vers. C'est une gageure et avait toutes les chances d'échouer. Tomber dans le pathétique, le creux, le ridicule, il n'en est rien. C'est un portrait riche, subtil, saisissant d'une femme du XXe siècle. Annette, qui est-ce? Son vrai nom est Anne Beaumanoir. Ce n'est pas une célébrité, mais une personne bien réelle. D'origine bretonne, comme jeune communiste, elle a rejoint la résistance, ensuite la guerre d'Algérie du côté du FNL. Elle a été arrêtée comme porteuse de valises, elle a réussi à fuir, elle a rejoint l'Algérie indépendante, devenue indépendante. Elle était active à côté de Ben Bella et d'autres pendant quelque temps. Elle est revenue en France. Et par ailleurs, elle a aussi eu une vie de famille à peu près normale, une profession, et, me semble-t-il, elle est toujours en vie. Eh bien, cette Annette, elle a deux naissances. Elle a sa naissance réelle en Bretagne, 1923, et elle a une naissance sur la première page même de ce livre. Cette distinction entre les deux Annettes, entre la vraie et celle imaginée, elle se prolonge à travers tout le livre. C'est une de ses beautés. C'est un livre qui navigue un peu entre deux eaux, le sérieux, le grave, le dramatique parfois, et l'humour, le clin d'œil de l'autre côté, entre le passé et le présent, entre Annette, la vraie, et Anne Weber, son auteur, qui est allé lui rendre visite dans sa Drôme où elle habite maintenant. Eh bien, au fond, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une interrogation. Comment rester fidèle à ses convictions alors que la réalité prend souvent d'autres chemins? Communisme, Algérie devenue indépendante, etc. Une des grandes qualités de ce livre, c'est une traversée de l'époque, mais sans regard qui juge, qui distribue les torts et les raisons. Quand Annette, par exemple, en tant que jeune communiste résistante, quand elle sauve deux jeunes juifs, elle n'en devient pas une héroïne dans le livre, elle agit comme ça, spontanément, sans se poser beaucoup de questions. Ça allait à l'encontre des règles de prudence, elle est réprimandée pour cela, mais voilà, elle a fait comme ça. Le livre se termine par l'image d'une Annette poussant, roulant ses erreurs comme Sisyphe roulait sa pierre, mais c'est une allusion au fameux essai d'Albert Camus de Sisyphe, un Sisyphe heureux. C'est un magnifique aboutissement d'une évocation admirative de la vie d'une femme très simplement héroïque.